Madame la ministre des Transports, Monsieur le maire, cher Luc, Monsieur le président de la région Normandie, cher Hervé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet maritime, Monsieur le secrétaire général de la mer, Monsieur le président du cluster maritime, chers amis. Qui se souvient des Vénètes? Des Vénètes. Des Vénètes, pas ceux de Vénétie, pas ceux qui peuplaient ce qui, par la suite, devint Venise, grand port, ville classée au patrimoine mondial, comme Le Havre, cher Antoine Ruffnac. Non, pas ceux de Vénétie, ceux d'Armorique, qui, aux alentours du 1er siècle avant notre ère, régnaient sur les mers, de la Bretagne jusqu'à l'actuel Royaume-Uni. Il y en a un qui s'en souvient, c'est Jules César. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, il se souvient que, pour conquérir la Gaule, il a dû battre des Gaulois terriens, ça on le savait, mais aussi des Gaulois marins. Et ça on le savait moins. Et pourtant, quelle énergie pour en venir à bout. Alors l'oubli est excusable. Il est excusable parce que les historiens ignorent quand s'est précisément déroulée la bataille navale, entre guillemets, décisive. Et si eux-mêmes ont oublié, après tout, pourquoi pas nous? Mais si cet oubli est excusable, c'est qu'il est le premier d'une longue série. L'oubli, volontaire ou involontaire, par la France de sa vocation maritime. Pour un Choiseul, un Colbert, un Richelieu, un Louis XIV, un Napoléon, un De Gaulle, combien d'intermittences du cœur? Combien d'années sans vent dans les voiles? Ici, au Havre, difficile d'oublier la mer. Le large, c'est assez difficile de ne pas le voir, même lorsque le brouillard bouche l'horizon, ce qui est rare, vous le savez. Le large, c'est notre raison d'être. Depuis 500 ans, depuis exactement 500 ans. Sans mer, pas de port, pas de ville du Havre, pas de Havrais. Comme beaucoup ici, la mer, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis d'ailleurs tombé dedans au sens premier du terme, puisque tout petit, j'ai failli me noyer dans le port de plaisance du Havre. Un autre que moi aurait fait ce discours. Très bien, sans doute d'ailleurs. La mer, dans ma famille, c'était, sinon une profession, du moins la condition d'exercer une profession. Pour la famille de mon père, qui travaillait sur le port, d'abord docker, puis ensuite négociant en coton, la mer, c'était d'une certaine façon la condition du travail. Pour la famille de mon père, la mer, c'était ce qui permettait d'acheminer le charbon et de faire fonctionner la centrale. Ce que j'exprime ici, c'est le fait que, pour une immense majorité de Havrais, au fil du temps, et depuis 500 ans, la mer a été la condition de la vie et du développement économique, bien entendu, mais plus largement du développement humain. Alors 500 ans, pour le Havre, c'est un peu l'âge de raison. C'est peut-être même à certains égards l'âge d'une certaine sagesse. Je ne dirai jamais qu'un Havrais sait tout ce qu'il faut savoir sur la mer, mais je peux dire qu'il a des convictions bien ancrées. Il sait d'abord ce que la volonté politique peut faire. Par exemple, construire un port, une ville, au beau milieu d'un terrain qui ne semble pas propice à l'installation de la vie humaine, pour que la France s'invite dans le commerce avec le Nouveau Monde. Il sait aussi que quels que soient les outils qu'elle utilise, que ce soit la boussole ou le GPS, la mondialisation, toujours, commence et finit dans un port. Un vrai, c'est aussi qu'un port seul ne sert pas à grand-chose, que pour se développer, il a autant besoin de la mer que de la terre, du fleuve, du rail, et peut-être surtout d'hommes et de femmes. Un vrai, c'est enfin que la mer, c'est une affaire de métiers et de connaissances, des métiers et
et des connaissances qu'on n'a jamais fini de transmettre, des métiers et des connaissances qu'on n'a jamais vraiment fini de perfectionner. Autant dire, chers amis, que j'ignore qui a eu l'idée d'organiser ces assises ici, mais je dois dire que c'est une bonne idée. La mer fait rêver, c'est bien. Mais au fond, il serait peut-être temps qu'elle nous fouette aussi un peu le visage, qu'elle nous fasse réagir, qu'elle nous fasse agir. L'exercice n'est pas simple, c'est pourquoi je l'aborde avec une humilité à peu près égale que l'ambition qui m'anime. Humilité parce que beaucoup a été fait, encore plus a été promis, et qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les difficultés qui s'imposent ou qui se dressent lorsque l'on veut porter un discours cohérent sur une ambition maritime ne sont pas à prendre à la légère. Ambition parce que nous avons 5 ans devant nous, et en 5 ans, on peut rattraper beaucoup de retard, on peut lever pas mal de verrous, on peut libérer pas mal d'énergie, et on peut peut-être même, qui sait, prendre de l'avance. Parce qu'en 2017, la France a choisi l'ouverture, qu'elle a choisi l'audace, parce que dès que la France décide de regarder le monde droit dans les yeux, elle se tourne naturellement vers le large. Parce qu'un domaine maritime, ça s'occupe physiquement, ça s'organise, ça s'exploite, avec discernement, mais ça s'exploite, ça s'aménage comme un vrai territoire. Parce que la mer est un magnifique projet à proposer aux jeunes Français. Alors, nous le savons, personne n'y arrivera seul. La mer, même pour les marins en solitaire, c'est au fond toujours une affaire d'équipage. C'est pourquoi j'ai réuni vendredi dernier un comité interministériel de la mer, un CIMER dans le langage administratif et marin. C'est la première fois qu'un CIMER se réunit dans les 6 premiers mois d'un quinquennat. Très souvent, les gouvernements disent que la mer, c'est important. Et très souvent, ils le pensent. Mais très souvent, ils le disent tard, et très souvent, ils le pensent tard. Nous avons la conviction que ce sujet, pour avancer, doit faire l'objet d'une attention continue, vigilante, dans le temps, et qu'il fallait donc commencer tôt pour arriver loin. Le sujet maritime mériterait, mesdames et messieurs, au fond, presque un second discours de politique générale. Mais je ne vais pas vous affliger un second discours de politique générale. Je ne dispose pas du temps nécessaire. Et puis, vous connaissez ce dossier, vous connaissez ces enjeux, vous y investissez dans la mer, vous y prenez des risques, parfois physiques, vous avez besoin de visibilité, de sécurité. Alors je vais vous parler de compétitivité maritime, s'entend. Et vous parler de 3 défis. Et terminer en lançant un appel à volontaires, j'y reviendrai. Je ne choquerai personne si je dis que la France n'a pas un trafic portuaire à la hauteur de sa façade maritime, à la hauteur de son marché intérieur et de sa place en Europe. Et je n'étonnerai personne si je vous dis qu'en ne faisant rien, ça ne va pas s'arranger. On le répète depuis longtemps, et vous l'avez entendu peut-être pas 1000 fois, mais presque 1000 fois. On le répète depuis tellement longtemps qu'on s'est d'ailleurs un peu habitué à l'idée. Comme si c'était une chose à dénoncer, certes, mais presque acquise. Je ne m'habitue pas, pour ma part, à l'idée que Anvers puisse être un des ports, et certains disent le port, le plus important s'agissant du trafic de marchandises pour la France. Et je n'ai rien contre les Belges. Je le dis d'ailleurs en présence de monsieur le maire de Sainte-Adresse, nous partageons avec les Belges une histoire, des amitiés, un destin commun. Je rappelle à ceux qui ne sont pas normands, à ceux qui ignorent cet aspect de l'histoire havraise, que Sainte-Adresse, commune limitrophe du Havre, enserrée dans le Havre, Sainte-Adresse a été la capitale de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc proches des Belges, amis du peuple belge. Mais je ne me résous pas à ce qu'Anvers fasse mieux que nous. Quand on aime son pays, quand on aime ses ports, quand on aime ceux qui les font vivre, on se dit, mesdames et messieurs, que le temps du sursaut est peut-être venu.
Alors oui, il faut bouger vite. Vite. Et pas un peu. Parce que sans port puissant, pas de puissance maritime. Parce que sans port puissant, pas d'industrie maritime, mais probablement pas d'industrie tout court, pas d'emploi, pas d'avenir pour les sites sur lesquels sont implantés les ports, Le Havre, Marseille, Dunkerque, mais bien au-delà pour leurs hinterlands. Pas de France non plus dans la mondialisation. Pour réagir, il faut une stratégie portuaire, une stratégie qui, dans mon esprit, comprend au moins 3 axes. Le premier, c'est celui de la complémentarité. Tous les ports ont la même importance symbolique et historique. Et sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, je dirais que nous sommes tous très attachés à notre port d'attache, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la même vocation, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même usage. Il existe en métropole 3 systèmes portuaires qui ont clairement un intérêt européen et international. Et qui, pour cette raison, doivent demeurer dans le giron de l'État. Le premier, c'est le système de l'axe Seine. Je ne les classe pas par ordre de grandeur décroissante, je ne veux fâcher personne. Le premier, c'est le système de l'axe Seine. Le Havre est le premier port du Range Nord que croisent les trafics en provenance de l'Atlantique Nord. Mais voyez-vous, ce port est un petit peu particulier. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai depuis longtemps la conviction que sur l'axe Seine, il n'y a qu'un port. Un port qui commence à la digue sud et qui continue jusqu'au Pont Neuf, à Paris, voire bien au-delà. Je ne remets pas du tout en cause le succès d'Aropa, notamment sur le plan de la visibilité, même parce qu'il a déclenché un mouvement et forgé des habitudes. Mais on sent bien que cette avancée est en train d'atteindre, a atteint ses limites, qu'il y faut plus d'intégration, qu'il faut un pilotage beaucoup plus unifié qui inclut au même niveau les 3 ports, Le Havre, Rouen et Paris. J'ai demandé au préfet Philizot, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, de conduire une mission à ce sujet. J'attends ses conclusions avant la fin du mois de février 2018. Mais je le dis, il me semble déraisonnable d'envisager autrement qu'ensemble l'avenir de ce système portuaire cohérent qui, lorsqu'il est fait masse des 3 ports, et lorsque l'on permet à ces 3 acteurs de développer leur complémentarité et leur vitalité propre, peut devenir un acteur puissant et compétitif sur l'ensemble du marché portuaire européen. Mais la France a aussi une puissante vocation méditerranéenne. Et le grand port français de la Méditerranée, c'est Marseille. Et pour qu'il puisse remplir pleinement cette vocation, il doit d'une part mieux s'articuler avec les autres ports de la façade méditerranéenne, et d'autre part pénétrer profondément dans les terres, vers le nord, le long du Rhône et de la Saône jusqu'à Lyon. C'est la même logique. C'est pourquoi j'ai demandé à Jean-Christophe Baudouin, délégué interministériel au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, de me proposer, dans le même esprit, une réflexion sur une nouvelle stratégie portuaire sur la façade méditerranéenne et le long de l'axe Rhône. Elle aboutira à l'été. Enfin, le grand port français de l'activité transmanche de la mer du Nord, c'est Dunkerque. Dunkerque qui se trouve en compétition immédiate, en proximité immédiate avec les grands ports belges et néerlandais. Dunkerque qui doit être notre tête de pont sur l'axe Nord, en coordonnant bien sûr ses efforts avec les ports proches, en particulier celui de Calais. Le préfet de région des Hauts-de-France conduira la réflexion sur cet axe. Et puis, il existe en métropole des ports qui ont une vocation nationale, mais qui ne se situent pas sur les grands axes de trafic mondiaux. Et nous avons besoin de ces ports. Les territoires qui sont irrigués par ces ports en ont évidemment besoin. Est-ce que, dans ces ports, l'État est le mieux placé pour assurer le développement, en particulier avec leur territoire? C'est une question ouverte. Hervé Morin a raison d'ouvrir le débat sur l'organisation des systèmes portuaires. J'ai indiqué un certain nombre de différences dans mon approche avec ce qu'il a lui-même proposé. Mais mesdames et messieurs, je préfère 1000 fois le débat sur les ports
que l'ignorance des ports. Je préfère 1000 fois que nous réfléchissions à la meilleure façon de penser notre développement, en y associant les acteurs économiques, bien entendu, ceux qui font vivre l'activité portuaire, les collectivités territoriales, avec évidemment les régions, l'État qui, je le dis, doit retrouver une fonction stratégique nationale et une capacité de soutien au développement des ports qui ont une vocation européenne et une importance stratégique. Nous devons réfléchir, nous devons décider, ça se fait en commun, il ne faut pas avoir peur du débat. Je rejoins volontiers Monsieur le Président du Conseil régional lorsqu'il ouvre ce débat pour que nous puissions aboutir à cette stratégie collective. Dans la perspective des ports d'intérêt national que j'évoquais, l'échelon pertinent peut être la région. Discutons-en. Ça ne voudra pas dire que d'autres collectivités auront ou n'auront pas leur mot à dire. Ça ne voudra pas dire non plus que l'État devra s'en désintéresser. Ça ne devra pas dire que tous les ports devraient être gérés de façon identique. Parlons-en, dans la confiance et le respect des particularités. Je souhaite que nous ouvrions rapidement une mission de concertation dans ce but. Nous verrons alors ce qui est possible, ce qui est souhaitable, au cas par cas, dans chaque port que j'ai évoqué. Le deuxième axe, après la complémentarité, c'est celui de la compétitivité. Vous connaissez la situation, les ports français se heurtent à ce que les économistes appellent parfois un effet de ciseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'un côté, on a des charges, en particulier fiscales, qui augmentent, et que de l'autre, on a des revenus, notamment ceux liés à la rente pétrolière, qui baissent. Bien entendu, nous nous conformerons aux règles communautaires concernant la fiscalité. Nous le ferons avec d'autant plus de bonne volonté que nous n'avons pas peur de la concurrence. D'abord parce que nous n'avons pas à rougir de nos savoir-faire, et ensuite parce que nous allons nous armer pour. Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le sait mieux que quiconque, notre objectif, c'est de changer le regard que nous portons sur les ports, de ne plus les voir uniquement comme des gestionnaires d'infrastructures, mais comme des écosystèmes, des centres de services, des écosystèmes capables d'attirer des investisseurs sur leur domaine, de livrer de vraies batailles commerciales, capables aussi d'innover, d'incuber, comme diraient les start-upers. Cela suppose de faire deux choses. D'abord, de leur donner de la visibilité sur leurs charges, et notamment les charges fiscales. Ensuite, de simplifier les démarches en prévoyant les règles et en revoyant les règles de la domanialité publique et les pratiques des ports pour sécuriser les investisseurs et optimiser l'utilisation du domaine portuaire. J'ai demandé aux ministres concernés, en particulier à Madame la ministre des Transports, de proposer des réformes dans ce sens. C'est un des constats arrêtés à l'occasion du CIMER de vendredi dernier. Troisième et dernier axe, l'amélioration de la fluidité du passage portuaire. Je l'ai dit, les ports ont besoin de la mer. Ils ont aussi besoin de la terre, plus précisément du rail et des fleuves. Les collectivités des Hauts-de-France ont choisi le fleuve avec l'État, avec le canal Seine-Nord. Elles travaillent avec l'État à définir des modalités de financement acceptables. L'important, c'est d'en faire un succès pour nos ports, pour tous nos ports, pour nos fleuves et pour nos territoires. Ici, au Havre, on a le fleuve et on a le rail. Je sais que l'amélioration de l'accès fluvial à Port-de-Mille est ici dans toutes les têtes. Une concertation publique est en cours. Si elle conclut qu'il suffit d'optimiser l'organisation actuelle, nous le ferons. Si elle conclut qu'il faut étendre le terminal multimodal, nous le ferons. Et si elle conclut qu'il faut faire la chatière, je le dis, l'État prendra ses responsabilités et nous le ferons. Quant au rail, l'État investit, vous le savez, dans la modernisation de la ligne ferroviaire entre Serqueux et Gisors pour une amélioration de la desserte dès 2020. La tâche devant nous est immense, le retard pris est considérable, mais la volonté et la stratégie sont là. Je rejoins bien volontiers ce qu'a dit le président du Conseil régional. Notre objectif, c'est évidemment de maximiser ici la desserte de Paris, mais notre objectif final doit évidemment être de viser au-delà de Paris, car les ports français ne peuvent pas avoir comme objectif, c'est vrai pour tous les ports français, d'être simplement les ports de la France. Ils doivent être des ports européens
et desservir l'ensemble de l'Europe. Viser moins haut, ce serait viser trop bas. Au-delà de ces deux exemples, l'État doit soutenir partout le transport combiné ferroviaire et fluvial. C'est pourquoi, je le dis, un dispositif comparable à celui de l'aide à la pince sera maintenu. J'ai demandé aux services compétents de travailler très vite à la définition de ces nouvelles modalités pour 2018, en lien avec les professionnels. Les ports ont besoin des fleuves, ils ont besoin de fluidité, en particulier de fluidité numérique. La première étape sera la convergence des systèmes logistiques de chaque axe portuaire. Nous savons qu'il existe deux systèmes concurrents. Un seul serait mieux. J'ai demandé à la ministre des Transports d'y réfléchir et de me faire rapidement des propositions pour avancer avec les industriels. La seconde visera la digitalisation complète de la logistique maritime avec la mise en place d'une plateforme nationale des données portuaires. Nous devons nous inspirer des meilleurs, pas des Belges, pas des Néerlandais en l'occurrence, mais bien des Singapouriens. Vous le comprenez, à terme, je ne veux plus 3 ports nationaux d'importance européenne. Je veux un seul port français avec 3 portes d'entrée. L'État peut fixer les objectifs, mais il ne pourra obtenir des avancées décisives sans le concours des professionnels. Un dernier mot peut-être pour conclure ce chapitre portuaire au sujet de l'outre-mer. Je me trouvais au début du mois de novembre aux Antilles, à la fois pour dresser un état des lieux de la situation après le passage des ouragans Irma et Maria et pour parler d'avenir, de leur avenir. J'ai aussi dit que ce gouvernement serait celui du réflexe outre-mer, a fortiori quand il parle de la mer. Le comité interministériel de la mer de vendredi dernier a acté la mise en œuvre de mesures très concrètes en faveur du développement des croisières maritimes et de l'emploi des jeunes ultramarins dans ce secteur extrêmement important, en exemptant par exemple de visa certains touristes de la zone Schengen qui se rendent dans nos outre-mer, ou en poursuivant la dématérialisation des procédures. Je souhaite aussi que l'on s'inspire de l'exemple de la Réunion pour créer aux Antilles, alors que l'élargissement du canal de Panama vient de s'achever, une grande plateforme de transbordement. On doit pouvoir amorcer aux Antilles une dynamique de croissance des trafics comparable à celle que nous observons aujourd'hui à La Réunion. Mes chers amis, je veux que la France devienne l'une des grandes portes de l'Europe continentale. Nous avons pris du retard, nous le savons. Ce retard commence à nous coûter cher en termes de trafic, mais il n'est pas irréversible. Avec des ports compétitifs, nous aurons une économie de la mer compétitive et forcément durable. Durable, parce que la mer, c'est le défi écologique du XXIe siècle. Le défi des défis, ceux du changement climatique et de la biodiversité. Nicolas Hulot, qui est en charge de la mer, vous en parlera sans doute demain. Je veux juste rappeler que la France a au moins 2 bonnes raisons de se montrer particulièrement exemplaire. D'abord, notre pays assume un rôle de leader dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Il l'assume presque tous les jours par la voix du président de la République sur la scène internationale. La semaine dernière à la COP23, dans un mois à l'occasion du sommet du 12 décembre. Il l'assume au quotidien en se donnant les moyens d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est pourquoi mon gouvernement défend en ce moment au Parlement une loi qui interdira sur notre espace maritime la recherche et la production d'hydrocarbures. Ensuite, la France des mers, c'est la France du vivant, la France de la biodiversité marine. L'histoire a fait de nous, l'histoire et la géographie, ont fait de nous les dépositaires de l'une des plus grandes réserves de richesse au monde. Second espace maritime mondial, la France occupe la première place européenne par le nombre d'espèces marines évoluant dans ses eaux, avec 10% des espèces connues au niveau mondial. L'histoire retiendra donc que nous en sommes, par conséquent, les principaux comptables vis-à-vis des générations futures. La mer doit devenir un espace de transition. En 2000 ans, elle en a connu beaucoup des transitions. Le transport maritime en a connu quelques-unes. D'abord la rame, la voile, la vapeur, le gasoil, et maintenant. Et bien maintenant, ça peut être le GNL. Des grands armateurs français, je pense à Brittany Ferries, à la CMA, dont je salue la récente commande de porte-conteneurs propulsés au GNL, montrent la voie. On doit faire de cette transition un élément différenciant sur le marché, sur celui des transports et sur celui de l'offre portuaire. Parce que les normes évoluent très vite, parce que l'opinion publique, et c'est tant mieux, y est de plus en plus sensible. Parce que ne pas préparer une évolution prévisible, c'est déjà prendre du retard. C'est pourquoi nous adapterons la réglementation relative à ce carburant pour faciliter l'approvisionnement des navires dans les ports. J'ai demandé au ministre de l'Économie et des Finances d'étudier la révision des modalités d'amortissement des investissements concernant l'achat de nouveaux navires ou de modes de propulsion. Nous voulons que les ports français s'équipent, quand c'est possible bien sûr, qu'ils s'équipent en installation GNL, mais aussi à quai, en capacité de branchement électrique des navires.
Enfin, nous demanderons et nous obtiendrons le classement par l'Organisation maritime internationale de la Méditerranée en zone de basse émission de polluants. Nous défendrons aussi l'adoption de plafonds d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la mer, c'est aussi une énergie brute, une énergie indomptable, une énergie parfois un peu effrayante. Chez Homère, c'est Poséidon et Éole. Chez nous, c'est les éoliennes en mer. Enfin, c'est surtout du retard. Un retard qui, au pays de l'usine marémotrice de la Rance, fait un peu désordre. Un retard que nous essayons de rattraper avec des résultats mitigés. Il nous reste donc un peu de chemin à parcourir, et je crains que si nous voulions et si nous voulons rattraper ce retard, il ne nous faille souquer très ferme. Dès 2018, nous lancerons les études préalables en vue de l'engagement des futurs appels d'offres sur l'éolien flottant en Bretagne et en Méditerranée. Nous lancerons aussi les études environnementales et le débat public sur le projet de parc éolien posé au large d'Oléron. Pour mieux gérer les futurs conflits d'usage, j'ai demandé au préfet de mettre en œuvre la planification stratégique et spatiale des espaces maritimes et de me remettre leur copie d'ici l'été 2018. J'ai par ailleurs demandé à Nicolas Hulot un travail de simplification radicale des procédures d'instruction. L'objectif, c'est faire remonter le plus en amont possible les études préliminaires, en particulier environnementales, et les faire conduire par l'État. Il ne s'agit évidemment pas de nier les conflits d'usage. La mer n'appartient à personne, ou plus exactement, elle appartient à tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Mais un conflit, ça s'anticipe, ça se désamorce, ça peut s'apaiser aussi grâce à des études de qualité et une concertation sérieuse. Enfin, la mer est un espace de connaissance, plutôt un espace d'ignorance, y compris dans le pays de Charcot, de Paul-Émile Victor ou du commandant Cousteau. C'est pourquoi nous avons besoin de notre recherche fondamentale, parce qu'on exploite respectueusement que ce que l'on connaît de manière intime, parce que nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de la mer, parce que la mesure, l'observation, l'évaluation de la faune et de la flore marine seront à la fois notre boussole et notre baromètre. Et puis nous avons évidemment besoin d'une recherche plus appliquée, de pôles de compétitivité puissants et d'une stratégie pour transposer à la mer, en l'adaptant bien sûr, un modèle de recherche qui a bien fonctionné dans l'aéronautique et dans le spatial. Un modèle qui tienne mieux compte des risques industriels, ce que les anglo-saxons appellent, d'une très belle formule maritime, les sunk costs. Nous lancerons donc des réflexions sur la meilleure manière de financer l'innovation maritime, en priorité dans les domaines relevant de l'autonomie stratégique de la France et de la gestion durable de nos espaces. Et comme la France, ça n'est pas 20 000 lieues, mais 11 millions de kilomètres carrés sous les mers, je souhaite qu'on mette l'accent sur l'exploration de nos grands fonds marins. Nous avons en France une expertise unique au monde sur ces questions. Nous devons pousser notre avantage. L'État prendra sa part dans la modernisation de notre flotte océanographique scientifique, en finançant les gros travaux de maintenance dès 2018 et en complétant les capacités pour que, d'ici 5 ans, nous disposions de toute la chaîne pour explorer ces fonds, pour que nous soyons définitivement les leaders sur ce segment. La mer, ce sont des échanges, des énergies, des connaissances, ce sont aussi des travailleurs, des artisans, des navigateurs, des ouvriers qui s'adaptent, qui se réinventent, qui s'allient, qui se structurent. Ce sont surtout des métiers pour aujourd'hui et pour demain. Alors nous devons viser le meilleur, nous devons regarder haut et loin, ensemble, État et professionnels, et je voudrais développer 3 exemples. La pêche d'abord. Dire que la pêche française a souffert dans le passé, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, elle va mieux, ça reste difficile, parce que la pêche, c'est un métier difficile, mais elle va mieux. Alors il faut la préserver, et la préserver, ça veut dire la défendre et la préparer. La défendre sans relâche, dans le cadre de la négociation sur le Brexit. Le président de la République, moi-même, l'avons rappelé à Michel Barnier, qui connaît par ailleurs très bien le sujet, et à son équipe de négociateurs. La France sera intraitable pour faire valoir nos antériorités de pêche conformément au droit international. Préserver la pêche, c'est aussi lutter contre la pêche illégale, notamment dans nos eaux ultramarines, comme en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Nous expérimenterons dès cette année l'utilisation de drones aériens pour intensifier les contrôles. Préserver la pêche, c'est aider les acteurs à se structurer en filière de qualité, c'est profiter de la conjoncture, c'est anticiper aussi la hausse du prix du gasoil, le renouvellement de la flotte et la gestion des risques. Nous mettrons en place un dispositif de garantie contre les intempéries, y compris dans les Outre-mer.
Enfin, la meilleure manière de préserver la pêche, c'est de continuer à préserver la ressource. Et nous serons sur ce point également extrêmement exigeants. Je disais tout à l'heure qu'un domaine maritime, ça s'occupe, physiquement j'entends, parce qu'y être présent, c'est un peu y monter la garde. C'est pourquoi nous avons besoin d'une flotte marchande qui sillonne nos mers, qui batte notre pavillon, une flotte marchande qui innove en permanence pour proposer des navires toujours plus propres et plus économes, une marine marchande qui gagne des parts de marché. C'est pour aider notre marine marchande que j'ai souhaité maintenir les exonérations de charges pour les armateurs votées en 2016 et qu'elles soient maintenues durablement, parce qu'il y a là aussi, plus qu'un simple enjeu commercial, un enjeu de souveraineté. Et à cet égard, nous développerons durant les 3 prochaines années notre flotte stratégique, c'est-à-dire que nous maintiendrons une flotte sous pavillon national et des marins français pour les activités qui relèvent de notre souveraineté et des situations de crise. Troisième métier, le nautisme. Je sais que le comité France Maritime a créé en son sein un comité du nautisme et de la plaisance. Je sais aussi qu'après avoir été longtemps divisée, la profession a décidé de s'unir. Je voudrais saluer ici leur esprit de responsabilité. La profession, ces milliers de PME et ETI, fait face à un très important enjeu de structuration. J'aimerais, si vous le voulez bien, que ce travail nous permette de faire 3 choses. D'abord, d'évaluer de manière précise le poids économique de la filière et son importance pour les territoires littoraux. Il n'est pas impossible que nous ayons des surprises, des bonnes surprises. Ensuite, de consolider la compétitivité de l'offre française. Mon gouvernement a démontré qu'il tenait à cette compétitivité en adaptant le régime de protection sociale des marins résidant en France pour maintenir l'attractivité du territoire français tout en leur garantissant un niveau de protection sociale élevé. Enfin, nous devons rendre effective, d'ici 1 an, la responsabilité élargie du producteur. Nous devons le faire en tenant compte du stock très important de navires, on parle de 35 000, en attente de déconstruction. Le gouvernement sera au rendez-vous pour y affecter les crédits nécessaires, ce que le CIMer de Brest a permis d'acter. Cette filière, comme les autres, c'est l'économie maritime de demain, les emplois de demain. Le travail de structuration des filières maritimes doit donc se poursuivre, cher Frédéric, avec l'État et les régions. Oui, la mer offre des magnifiques métiers, elle offre surtout des milliers de bonnes volontés qui n'ont qu'une envie, transmettre. Et c'est là que je sonne l'appel dont je parlais. Je n'ai pas de cloche de quart sous la main, la voix suffira. Mais cet appel, je l'adresse aux jeunes de France. Et il tient en quelques mots. Prenez le large. Embarquez-vous. Et embarquez la France avec vous. Vous voulez vivre réellement et pas virtuellement la mondialisation, prenez la mer. Vous voulez connaître une aventure totale, comparable à celle que vivent les astronautes, prenez la mer. Vous voulez travailler l'intelligence de vos mains, de votre corps, de vos sens, prenez la mer. Vous voulez aider vos concitoyens, engagez-vous dans les équipes de la Société nationale de sauvetage en mer, dont nous venons de renforcer les moyens. Vous voulez défendre votre pays, engagez-vous dans la marine. Mais avant de prendre la mer, prenez le chemin de l'école. Celui de l'École nationale supérieure maritime, celui de l'apprentissage sur un chalutier. Prenez le chemin de la formation professionnelle, des lycées maritimes, des universités, des laboratoires de recherche. Tous les chemins, mesdames et messieurs, mènent à la mer. Voyez-vous, les écoles de nos jours, c'est comme les Interlandes. Il faut que ça atteigne une taille critique pour bien fonctionner, et on ne peut pas se passer d'eux. C'est pourquoi nous voulons donner un nouvel élan à l'ENSM, l'hydro ici pour les intimes, à l'occasion de l'adoption de son nouveau contrat d'objectifs et de performance. Un élan qui doit se traduire non pas du tout par une guerre des sites, mais par des rapprochements des services sur les sites existants, rapprochements avec d'autres écoles pour proposer des enseignements ou des programmes de recherche communs, dont en priorité avec l'école navale, mais aussi dans l'enseignement supérieur et les lycées maritimes. Avec pourquoi pas à terme la création d'une véritable académie maritime en France. Je suis donc favorable à l'évolution du statut de l'ENSM pour qu'elle entre dans le domaine de droit commun des écoles de l'enseignement supérieur, tout en conservant, bien entendu, son esprit maritime qui fait sa singularité, qui fait sa force. Je souhaite qu'on revoie donc rapidement cette gouvernance et ses ambitions pour que l'ENSM devienne le fer de lance de la formation maritime au niveau européen. Formons les Européens plutôt que de laisser les autres former les jeunes Français. Je souhaite aussi que l'État dresse, avec les collectivités concernées, l'état des lieux des besoins en formation maritime en Outre-mer, pour que les jeunes ultramarins puissent se former près de chez eux. Je veillerai personnellement à ce que la future réforme de l'apprentissage réserve une place, et une place de choix, au domaine de la pêche. Alors oui, mesdames et messieurs, ça fait beaucoup d'efforts, mais la mer, c'est avant tout une histoire d'efforts. Et puis,
je vous assure que l'État est décidé à en faire aussi pour accroître sa capacité à prévenir et à agir en mer ou sur nos littoraux. Pour organiser différemment son administration maritime, il existe de nombreux champs d'amélioration à explorer. C'est vrai dans le domaine de la surveillance maritime, grâce au développement du numérique. Je veux que l'on pose la question d'une meilleure intégration des moyens de surveillance en métropole comme en Outre-mer, en améliorant par exemple le réseau des sémaphores et des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. C'est vrai aussi pour nos moyens nautiques. Je veux viser une meilleure synergie entre les moyens de toutes nos administrations et j'ai demandé qu'une réflexion s'ouvre sur ce sujet. Mon objectif, c'est d'optimiser la fonction garde-côte, 8 ans après l'annonce de sa création au Havre, et de permettre le renouvellement des navires, leur entretien, mais aussi leur usage dans un cadre de coopération interministérielle plus étroit, par souci d'économie budgétaire, c'est vrai, mais surtout pour mieux adapter nos moyens aux missions. C'est vrai enfin pour le dispositif de signalisation maritime, que je souhaite revaloriser parce qu'il est d'une valeur patrimoniale incomparable et qu'il touche bien souvent à l'identité même du monde de la mer. Mesdames et messieurs, j'aime les choses simples et je vous propose des indicateurs de réussite simples. Nous aurons réussi quand, disons, 70% des habits, des objets, des matériaux que nous utilisons au quotidien auront transité par un port français. Nous aurons réussi quand, le soir, les Normands, les Bretons s'éclaireront avec une énergie qui viendra de leur horizon. Nous aurons réussi quand le développement de notre économie maritime sera à 100% compatible avec le fonctionnement des océans, qu'il garantira un renouvellement des ressources et une préservation du vivant dont, ultimement, nous dépendons. Nous aurons réussi quand dans tous les lycées de France, y compris ceux qui se trouvent loin dans les terres, les métiers de la mer apparaîtront comme un avenir tout à fait naturel et accessible. Nous aurons réussi quand les métiers, les filières que j'évoquais, pourront accueillir les intelligences, les bras et le courage de jeunes Français fiers de leur histoire maritime. Nous aurons réussi quand la France ne se définira plus comme des terres continentales et insulaires entourées de mer, mais comme une terre, une seule et même terre de France, entourant toutes les mers. Mesdames et messieurs, la tâche est immense, mais quand je vois cette salle, dans une relative pénombre, mais qui est remplie, et qui rassemble tous ceux qui vivent, tous ceux qui vivent de la mer, tous ceux qui vivent avec la mer, tous ceux qui portent une ambition, je me dis que c'est possible. Je crois que c'est possible. Et je vous propose de faire ensemble en sorte que cela soit réel. Merci beaucoup.